La construction et la mise en service de la Station spatiale internationale ISS va constituer la première grande aventure technique du XXIe siècle. Le coût d'un tel projet est pharaonique, plus de 500 milliards de francs. Et pourtant, l'homme n'en est pas à son premier essai. Avant, il y a eu Mir, mais surtout Skylab en 1973, une station impressionnante pour l'époque, d'où les astronautes américains ont ramené de vraies images de science-fiction, jugez plutôt. Mai 73. Il y a près de 27 ans, la fusée Saturne V décolle, emportant la première station spatiale de l'histoire, Skylab. Objectif des Américains, étudier le comportement des astronautes pendant des séjours de longue durée en apesanteur. Car la plus longue des missions Apollo, à destination de la Lune, n'a duré que 14 jours. Tout s'est fait très vite. Les États-Unis disposent de l'énorme logistique du programme Apollo, à commencer par la fusée Saturne V, la plus grosse fusée qui ait jamais décollé de notre planète. Une fois Skylab en orbite, on s'aperçoit que quelque chose cloche. Le bouclier antimétéorite de la station s'est arraché au décollage, mettant hors service un des panneaux solaires fournissant l'énergie à la station. Sans électricité, plus d'air conditionné. La station est une fournaise le jour et un congélateur la nuit. Pas question d'y envoyer un équipage. Au sol, on improvise. En 5 jours, les ingénieurs mettent au point ce parapluie de l'espace. L'équipage part avec seulement 10 jours de retard. Contact réussi avec la station. Mais quand il pénètre à l'intérieur de Skylab, la chaleur y dépasse les 50 degrés. Aussitôt, le parasol antimétéorite est déployé. Opération réussie. Puis, comme aujourd'hui, un des astronautes, Conrad, sort pour débloquer le panneau solaire endommagé. La manœuvre est difficile, mais elle va réussir. L'électricité revient dans la station. Sauvetage réussi. La mission peut commencer. Pour la première fois, des hommes vont vivre plusieurs semaines en apesanteur. Suivons Conrad pour une visite de la station. Skylab, c'est le 3e étage de la fusée Saturne qui, à l'origine, contenait 2 réservoirs. Le premier, le réservoir d'hydrogène, est devenu le laboratoire. Le second, le réservoir d'oxygène, a été reconverti en poubelle. Skylab profite des dimensions de la fusée Saturne. C'est un immense bidon où les astronautes peuvent s'ébattre en toute liberté. La station Mir ou même la future station internationale seront beaucoup plus exiguës. Et vous n'êtes pas prêt de revoir de sitôt ces images extraordinaires réalisées sans trucage. Hormis la détente et les repas, les astronautes enchaînent de dures journées de sport et de travail. On commence à découvrir les effets de l'apesanteur sur le corps humain. Le corps s'allonge, les muscles fondent, les os se déminéralisent. Seule solution pour ralentir ces effets, faire du sport. Beaucoup de sport. Le confort a été soigné, avec notamment une vraie douche, une première dans l'espace. Mais tout n'est pas idyllique à bord. Les astronautes se plaindront du bruit incessant des machines qui les empêchent de dormir, et surtout de la mauvaise qualité de la nourriture. La mission va durer 28 jours, au bout desquels ils rentrent sur Terre, accueillis en héros. 2 autres missions vont suivre. Les records de séjour dans l'espace sont battus à chaque fois, les astronautes restant 56, puis 84 jours dans la station. Ainsi, il y a plus de 20 ans, on avait déjà presque tout inventé avec Skylab. Séjour prolongé en apesanteur, réparation, sortie dans l'espace. Après la disparition de Skylab, en 1979, les Soviétiques vont prendre le relais avec plusieurs stations Salyut, puis avec la station Mir. C'est sur Mir que Titov et Manarov vont pulvériser le record américain. 366 jours, plus d'1 an dans l'espace. Mais la construction d'une nouvelle station est déjà entamée. Pour tourner définitivement la page de l'affrontement Est-Ouest, c'est une station internationale, fruit de la coopération des États-Unis, de la Russie, mais aussi du Canada, du Japon et de l'Europe. Ce sera le premier village de l'espace.
Le sujet a passionné le monde de la recherche spatiale durant tout l'été de l'année 1997. La mission américaine Pathfinder sur la planète Mars a été un succès, et notamment grâce aux quelques mètres parcourus par le robot Sojourner. Ce robot conçu pour étudier, explorer le sol de Mars, a-t-il vraiment fait des découvertes? Voici le véritable bilan de la 3e visite d'un engin d'exploration terrestre sur la planète rouge. La Terre a une envoyée spéciale sur Mars, la sonde américaine Pathfinder. Après un long voyage de 7 mois, la sonde s'est posée sur la planète rouge. Vous vous souvenez de l'atterrissage? La chute de la sonde est amortie par un chapelet d'airbag. Elle rebondit 15 fois et s'immobilise. Les airbags se dégonflent, la sonde ouvre ses 3 pétales. Sur l'un d'entre eux, le robot Sojourner que tout le monde a baptisé Rocky. Centimètre après centimètre, Rocky explore doucement la planète. Des rayons laser lui permettent de détecter des obstacles. Durant la journée, le petit robot prend des photos du paysage. La nuit, il analyse les cailloux. Quant au site d'exploration, il a été soigneusement choisi. Il se situe près de ce que les astronomes croient être un ancien fleuve, un endroit où de l'eau aurait donc coulé il y a des milliards d'années. Alors, premier bilan. Les blocs qui ont été observés présentent des formes qui sont relativement émoussées et arrondies. Et ceci est caractéristique d'un transport par de l'eau. Sur Terre, lorsque vous rencontrez des galets, ils ont des formes qui ne sont pas dues au hasard, mais qui sont dues au fait que l'eau les a façonnés au cours de leur transport. Et nous pensons, par analogie, que sur Mars, il en a été de même. Un indice de plus qu'il y a sûrement eu de l'eau sur Mars, mais on s'en doutait déjà. Pour le reste, les 2 sondes Viking 1 et 2 qui se sont posées sur Mars avaient déjà transmis une foule d'informations sur la planète. Outre ces extraordinaires photos, les sondes avaient envoyé des données sur la composition des roches, de l'atmosphère et la météo martienne. Des échantillons furent prélevés par ce bras articulé. Ils furent analysés dans un mini-laboratoire automatique, ce qui permit de conclure à l'absence d'organismes vivants, du moins à l'endroit où la sonde s'était posée. Alors, qu'est-ce que la mission Pathfinder nous a vraiment appris de neuf sur notre voisine ? Je pense que Pathfinder a surtout un grand intérêt médiatique pour la NASA, puisque c'est effectivement une très grande réussite technologique. En particulier, la NASA a pu montrer qu'elle savait faire atterrir une sonde avec des airbags, c'est la première fois qu'on le faisait, et elle a réussi à faire rouler un véhicule sur la surface de Mars, ce qui est aussi une première. Donc il faut saluer, c'est une très belle prouesse technologique. Maintenant, scientifiquement, il y a aussi quelques instruments scientifiques qui sont sur la station, et qui confirme surtout ce qu'on avait appris ou ce qu'on pouvait déduire des mesures des sondes Viking qui ont visité la planète en 1976. On l'aura compris, rien de bien neuf. Quant à faire rouler un engin automatique, les Russes l'ont déjà fait sur la Lune en 1970. La nouveauté, c'est que Rocky est un robot relativement autonome et ça lui a servi. En reculant trop vite lors d'une manœuvre, il s'est trouvé coincé contre ce gros rocher surnommé Yogi. Il a analysé sa situation et s'est arrêté pour attendre des ordres de la Terre. Brian Cooper, son pilote à la NASA, lui a alors indiqué comment se dégager. Pour la NASA, la mission est donc une incontestable réussite, d'autant qu'elle n'a presque rien coûté. 1,2 milliard de francs, le coût d'un vol de la navette spatiale. Et si l'ambition scientifique de la mission était limitée, la NASA a bien fait les choses en matière de communication. Le réseau Internet a connu pendant cette mission son record historique d'affluence. Les premières semaines, le site de la NASA a enregistré jusqu'à 50 millions de connexions en une journée, autant de personnes avides de voir tout de suite les images de Mars. Mais pour les scientifiques, tout cela ne remplacera pas une bonne mission à l'ancienne avec de vrais astronautes. Il est des régions que l'on ne peut pas
atteindre directement avec des engins automatiques parce que c'est trop escarpé, parce que c'est trop dangereux. Exemple, le canyon très profond qui se trouve à l'équateur fait 6 km de profondeur, où pourtant les géologues auraient beaucoup de choses à apprendre sur la nature des roches et sur leur disposition. Pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de descendre, peut-être en rappel, comme des alpinistes, le long des pentes et d'échantillonner les cailloux que l'on trouvera le long de cette pente. Mais pour une mission habitée, il reste un paquet de problèmes techniques à résoudre. Quand ces images deviendront-elles réalité ? Pas avant une bonne trentaine d'années. Rendez-vous en 2027. Vous l'avez vu, la réalité est moins extraordinaire qu'on a voulu nous le faire croire. Mais ce n'est pas grave. Sojourner est, espérons-le, le premier robot d'une longue série. Dans quelques années, ses grands frères seront plus sophistiqués, plus mobiles, et ils permettront peut-être de répondre aux deux grandes questions que l'on se pose toujours au sujet de la planète Mars. Y a-t-il encore de l'eau à sa surface ou dans son sous-sol ? Et la vie existe-t-elle, bien cachée par exemple au fond d'un des gigantesques canyons ? En attendant bien sûr que l'homme un jour aille lui-même y faire un petit tour. Qu'il s'agisse de stations spatiales, de satellites de télécommunication ou d'observation, tous volent selon le même principe. Ils tournent dans le vide autour de la Terre à des vitesses vertigineuses. Mais au fait, pourquoi tous ces satellites ne retombent-ils pas sur le sol ? Voici pourquoi les satellites volent. Mettre un satellite en orbite, c'est un peu comme lancer un javelot. Quand Gaëtan Sikianou, le champion de France, lance son javelot, celui-ci décrit une courbe car il est attiré par la Terre. Mais plus la vitesse de lancement est grande et plus le point de chute sera éloigné. Imaginons que ce javelot aille beaucoup plus vite, à 7,8 km par seconde, soit 28 000 km/h. À cette vitesse, la courbure de sa trajectoire devient égale à la courbure de la Terre. L'objet ne retombe pas, mais décrit une trajectoire en forme d'ellipse, qu'on appelle une orbite. Et il va décrire cette trajectoire tant qu'il va conserver sa vitesse initiale. Or, justement, dans le vide spatial, rien ne vient le freiner. Voilà pourquoi il va tourner quasi indéfiniment sans dépenser aucune énergie. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a plus d'air. À cette vitesse, le frottement de l'air le brûlerait instantanément. Les seuls objets à rentrer intacts dans l'atmosphère, les capsules ou la navette spatiale, sont protégés par des boucliers thermiques qui supportent plusieurs milliers de degrés. Mais revenons aux satellites. Nous sommes sur la base européenne de Kourou, près de l'équateur. Un endroit idéal pour lancer un satellite, car sur Terre, plus on est près de l'équateur, plus on tourne vite et moins on doit dépenser d'énergie pour lancer un satellite. C'est ce que l'on appelle l'effet de fronde de la Terre. Pour sortir de l'atmosphère terrestre au plus vite, les fusées, ici Ariane 5, décollent à la verticale. Les satellites sont placés au minimum à 200 km d'altitude, là où ils ne risquent plus de s'échauffer au contact de l'air. Cette altitude est atteinte en 3 minutes. Devenu inutile, le premier étage de la fusée se sépare du second, qui va assurer le basculement de la verticale à l'horizontale. Ensuite, le troisième étage va se placer sur une orbite de transfert. De celle-ci, le satellite rejoindra son orbite définitive. Pour un satellite, plusieurs orbites sont possibles. Il y a d'abord l'orbite basse, entre 200 et 2000 km d'altitude. C'est celle des satellites de télécommunication ou d'observation de la Terre. Ce sera d'ailleurs l'orbite de la station spatiale. Avantage, la proximité pratique, par exemple pour observer le sol en détail. Inconvénient, ces satellites font le tour de la Terre en un peu moins d'1 heure et demie. Faute d'imposants systèmes de suivi, on ne peut pas communiquer en permanence avec ces satellites. Les satellites de télévision, eux, tournent sur une orbite beaucoup plus lointaine, l'orbite géostationnaire. Située à 36 000 km d'altitude, cette orbite permet de conserver une vitesse apparente égale à celle de la Terre. Ainsi, une antenne fixe au sol, comme votre parabole, permet de recevoir en permanence les signaux émis par ces satellites.
Cependant, plus on s'éloigne de la Terre et plus les coûts de lancement s'envolent. Placer 1 kilo en orbite basse revient à quelques 100 000 francs. En orbite géostationnaire, c'est 4 fois plus cher et un satellite de télévision directe pèse plusieurs tonnes. Sans parler du coût de fabrication du satellite lui-même de 150 000 francs à 500 000 francs le kilo. On comprend mieux dès lors le coût astronomique, c'est le cas de le dire, des 470 tonnes de la station spatiale. En 1997, la sonde Cassini-Huygens entreprenait un long voyage vers Saturne et son satellite Titan. En attendant son arrivée en 2004, voici les dernières nouvelles à bord. Nous sommes en 1997. Lancé à l'incroyable vitesse de 16 000 km/h, le vaisseau Cassini-Huygens fait route en direction de Vénus. Mais son véritable but, c'est Saturne, la planète aux anneaux. Pour l'atteindre, il faut 7 ans de voyage. Saturne, la plus grosse planète du système solaire après Jupiter. Une gigantesque boule de gaz entourée d'anneaux très fins. Seules 3 sondes terrestres ont déjà approché la planète. Pioneer 10, puis Voyager 1 et 2. Grâce à elles, on sait maintenant que Saturne compte au moins 18 satellites, alors que depuis la Terre, on ne peut en voir que 9. Quant aux anneaux, très nombreux, ils sont constitués de fragments dont la taille varie entre celle d'un grain de poussière et celle d'un immeuble. Cassini-Huygens est la première mission exclusivement consacrée à l'étude de Saturne. Elle se compose d'un engin américain, Cassini, qui se mettra en orbite autour de Saturne. Cassini sert aussi de support à une sonde européenne, Huygens, qui doit se poser sur Titan, le plus gros satellite de la planète. 5, 4, 3, 2, 1, Mais on n'en est pas encore là. Le 15 octobre 1997, la mission Cassini-Huygens décolle de Floride à bord d'une fusée américaine. Décollage réussi au grand soulagement des scientifiques. En effet, la source d'énergie de la sonde, c'est une pile nucléaire alimentée par du plutonium. Une explosion au décollage, et ce plutonium, extrêmement radioactif, se répand dans l'atmosphère. Heureusement, tout s'est bien passé. Ensuite, la mission joue à saut de planète. D'abord, elle frôle Vénus à 2 reprises, puis la Terre en 1999, et enfin Jupiter qu'elle a survolé en décembre 2000. Objectif de toutes ces rencontres, utiliser l'attraction des planètes pour gagner de la vitesse à chaque passage. Ainsi, depuis l'entrevue avec Jupiter, la sonde navigue à 36 000 km/h. Si tout fonctionne comme prévu, elle rejoindra la banlieue de Saturne le 1er juillet 2004. C'est là que la mission commencera son travail scientifique. Tout d'abord, la sonde Huygens quittera Cassini et foncera sur le satellite Titan. En effet, Titan intéresse beaucoup les scientifiques et pour une raison simple. L'atmosphère qui l'entoure leur rappelle fortement celle de la Terre il y a 4 milliards d'années, avant que la vie n'y apparaisse. L'exploration de Titan devrait donc apporter des connaissances nouvelles sur les conditions qui régnaient sur Terre quand les premiers êtres vivants s'y sont développés. Après un long sommeil de 7 ans, Huygens se réveillera 22 jours avant de pénétrer dans l'atmosphère de Titan. Arrivée à 170 km d'altitude, les 6 instruments scientifiques qu'elle emporte vont se mettre en marche pour la suite de la descente en parachute. Ils fonctionneront à plein régime et emmagasineront des informations sur la composition chimique des gaz de l'atmosphère ainsi que sur les conditions météorologiques. Tous ces résultats seront envoyés à Cassini par liaison radio. Après 2 heures de cette chute vertigineuse, Huygens va atterrir sur le sol de Titan. Et là, personne ne sait ce qui l'attend. Peut-être la sonde plongera-t-elle dans un océan de méthane liquide à moins 100 degrés. Elle est prévue pour flotter et pourra même mesurer la hauteur des vagues. Peut-être atterrira-t-elle sur un sol rocheux ? Dans tous les cas, on espère que la sonde pourra l'analyser et envoyer quelques photos. Enfin, quelques minutes après l'atterrissage, ses batteries s'épuiseront et la sonde s'éteindra pour toujours.
Cassini, elle, poursuivra sa mission. D'abord, elle retransmettra vers la Terre les secrets livrés par Huygens. Puis, pendant 4 années, en orbite autour de Saturne, elle étudiera la planète sous toutes les coutures. Le suspense va donc encore durer plus de 2 ans. De quoi sont faits les anneaux de Saturne? Quels sont les gaz de l'atmosphère de Titan? Et on peut toujours rêver, même si la probabilité est infime, il y a peut-être de la vie dans ce monde glacé, où le Soleil n'est plus qu'une lointaine étoile. Sept ans quand même, rien que pour aller sur Saturne. Décidément, ce n'est pas demain la veille que l'homme va coloniser les planètes du système solaire. Mais grâce au progrès de l'astronomie, notre vision de l'univers se précise. Ainsi, on sait comment se répartissent les étoiles et les galaxies. Conclusion étonnante, notre univers ressemble à des pommes de terre flottant entre 2 eaux. Et pour en savoir plus, les astronomes préparent déjà la relève de Hubble, le télescope spatial. L'univers, un immense océan habité par des milliards d'étoiles regroupées à l'intérieur des galaxies. Un monde si vaste qu'il défie l'imagination. Mais ces formes étranges vont nous aider à y voir plus clair. Regardez-les bien. Voici la première carte en 3 dimensions de notre univers. Les formes jaunes, ce sont les régions dans lesquelles on trouve des galaxies. Ailleurs, l'univers est vide. Nous sommes situés exactement au centre de cette carte. C'est là qu'est la Terre, notre système solaire, et même notre galaxie qui n'est qu'un point à l'échelle de cette carte. Cette carte représente la manière dont se répartissent les galaxies dans l'univers qui nous entoure. Et on voit bien que ces galaxies se regroupent dans des amas qui ressemblent à des pommes de terre flottant dans l'eau. Ou, comme m'ont dit des collègues, à des organes à l'intérieur du corps humain. Cette carte est une première dans l'histoire de l'astronomie. Il va maintenant falloir l'étendre et la compléter. Pour cela, les astronomes ont besoin de télescopes de plus en plus puissants au sol et dans l'espace. C'est pourquoi on prépare déjà la relève du télescope spatial Hubble. Un télescope, c'est toujours un miroir au fond d'un tube. La lumière venue du fond de l'espace vient s'y réfléchir et se concentrer sur un petit miroir secondaire qui la renvoie à son tour vers une caméra. Pour voir plus loin, la solution est toujours la même. Il faut augmenter la taille du miroir. Celui de Hubble, qui a permis ces images, faisait 2,40 m de diamètre. Celui de son successeur, le NGST, fera 8 mètres de diamètre, une différence qui lui permettra d'être 10 fois plus puissant. Voici les premières images de cette future vedette de l'astronomie. Le NGST sera opérationnel en 2008. Pour y voir mieux, il sera placé très loin de la Terre, à 1,5 million de kilomètres de celle-ci. Et pour le protéger de la lumière et de la chaleur du soleil, il sera toujours dans l'ombre de son immense bouclier thermique, grand comme un terrain de tennis. Regardez son miroir principal de 8 mètres. Il sera en fait composé de 8 pétales qui se déploieront une fois dans l'espace. Mais en cas d'averse de météorites, ces pétales se replieront pour protéger les surfaces réfléchissantes. Comme sur Hubble, plusieurs caméras enregistreront le faisceau lumineux et transmettront ces données vers la Terre au moyen d'une antenne de télécommunication. Le projet est américain, mais les Européens et les Canadiens souhaitent s'y associer. Avec le NGST, on espère augmenter considérablement la précision des images astronomiques. Voici par exemple la meilleure image obtenue actuellement d'une région de l'espace. Et voici une simulation de ce que verra le NGST. Voir plus net, c'est aussi voir plus loin. Grâce au futur télescope, nous devrions théoriquement observer les confins de l'univers. Ce sont eux qui nous permettront enfin de comprendre comment celui-ci est apparu. L'espace deviendra vraiment la banlieue de la Terre le jour où l'on pourra y envoyer un avion qui reviendra intégralement au sol avant de décoller à nouveau. Jusqu'à présent, personne n'y est arrivé. C'est un des grands défis de la NASA pour les années à venir, nom de code du projet Venture Star, le défricheur d'étoiles. Lorsque la navette américaine effectue son premier vol dans l'espace, ses concepteurs espèrent qu'elle va révolutionner la conquête spatiale. Cet engin, grâce à sa partie principale réutilisable, doit permettre de diviser par 10 le coût de mise en orbite des hommes et du matériel. Hélas, elle est loin d'avoir gagné son pari.
Techniquement, elle marche bien. Lancement de satellites, recherche en apesanteur, mission américano-russe, l'engin est très polyvalent. Mais économiquement, c'est une autre affaire. La navette est un véritable gouffre financier. Tout concourt à faire gonfler l'addition. Les accélérateurs à poudre qu'elle utilise au décollage doivent être entièrement démontés et remontés après chaque mission. Quant à son gros réservoir de carburant, il se désintègre en retombant dans l'atmosphère. L'entretien des navettes elle-même coûte une fortune à la NASA. Résultat, au lieu d'être moins cher qu'une fusée classique, son coût de lancement est 8 fois plus élevé. C'est pourquoi l'agence américaine est en train de développer une nouvelle navette moins chère et pour cela entièrement réutilisable. Nom de baptême initial, Venture Star. Cette fois-ci, plus d'accélérateur à poudre ni de réservoir externe, rien qu'un engin qui décolle par ses propres moyens comme une fusée et revient sur Terre comme un avion. Son secret, ce sont ses moteurs ultra performants, d'une conception totalement nouvelle. Sur une fusée classique, les gaz se détendent dans une tuyère en forme de cône. Son efficacité optimale est calculée en fonction d'une pression atmosphérique donnée et donc d'une certaine altitude. Sur le nouveau moteur, les gaz sont évacués de part et d'autre d'une rampe centrale. Ils se détendent à la pression atmosphérique ambiante en exerçant une poussée sur la rampe. Ainsi, ces moteurs conservent leur performance quelle que soit l'altitude. Autre amélioration, l'aérodynamique. Si la navette spatiale dispose d'ailes delta, l'avion spatial sera plus compact. Il reprend le principe du corps portant, c'est-à-dire qu'il pourrait voler sur son ventre. Ici, au centre de recherche de Langley, dans cette soufflerie hypersonique, on teste sur une maquette les écoulements d'air à 20 fois la vitesse du son. En entrant dans l'atmosphère à cette vitesse, il se forme une onde de choc qui échauffe le nez et le ventre de l'appareil. Mais avec un engin hautement aérodynamique, cet échauffement pourrait être limité. Le bouclier thermique serait alors plus léger et moins coûteux que celui de la navette actuelle. Les missions de l'avion spatial, les Américains espèrent l'utiliser pour mettre en orbite des satellites lourds de télécommunications. En fait, il pourrait principalement servir à la NASA au montage et au ravitaillement de la Station spatiale internationale. Mais pour réaliser cet avion spatial, il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre. C'est pourquoi la NASA voulait d'abord construire un modèle réduit à l'échelle 1,5. 2 fois plus petit, le X-33 ne devait mesurer que 20 mètres de long. Par rapport à son grand frère, il n'aurait transporté ni fret ni équipage. La NASA a déjà réalisé des essais en vol en 1998. Une maquette de la moitié du X-33 a été logée sur le dos du fameux avion Blackbird. Mais devant les difficultés de construction du X-33, la NASA a décidé de s'engager dans un projet un peu moins ambitieux. Si tout va bien, la fusée réutilisable devrait quand même prendre son envol d'ici 2006 et créer ainsi de véritables autoroutes de l'espace. En matière d'astronautique, il faut beaucoup de patience. Il en va de même pour construire une station spatiale. En théorie, ce n'est pas compliqué, on la monte en petits morceaux et on les assemble là-haut. En pratique, c'est un vrai défi technique. Explication. Orbite terrestre, année 2005, voici comment les astronautes découvriront la Station spatiale internationale. Un enchevêtrement de 12 bidons, de poutrelles et de gigantesques panneaux solaires. Et voici où tout a commencé, à Houston. Des maquettes en bois grandeur nature de tous les éléments de la station. Tout a été étudié, le moindre aménagement reconstruit à l'identique. L'époque glorieuse de Skylab et de l'improvisation est bien terminée. L'assemblage complexe de la station a lui aussi été simulé. Les bidons seront manœuvrés par un bras télécommandé dérivé de celui utilisé sur la navette spatiale. Enfin, tous les modules, une fois construits, ont été rigoureusement testés. Étanchéité, vibration, déploiement des panneaux solaires. Bref, rien n'a été laissé au hasard. Et les astronautes dans tout ça, à quoi servent-ils ? Nous allons être électriciens et plombiers pendant cette phase d'assemblage, puisqu'à chaque fois qu'on va connecter un module à la station, il faudra connecter des câbles électriques, connecter des tubes.
Et pour ça, on aura toute une série d'outils pour manipuler les boulons, les vis. Les outils qu'utilisent les astronautes pour l'assemblage sont adaptés donc aux gants très grossiers du scaphandre spatial, mais nous avons quand même des marteaux, des pinces Monseigneur, des tournevis, et tous ont une petite boucle qui permet d'attacher chaque outil avec une ficelle au scaphandre pour être sûr de ne pas perdre les outils. Et de ne pas créer un débris spatial de plus, très dangereux lors d'une collision. Ici aussi, tout est répété et re-répété. D'abord grâce à des simulateurs dernier cri. On utilise même des casques de réalité virtuelle qui permettent d'effectuer des sorties dans l'espace en bras de chemise. Et une fois la leçon apprise, les gestes mémorisés, on les répète une dernière fois en piscine pour simuler l'absence de pesanteur avec des modèles grandeur nature. Ce qui permet de trouver la position la plus pratique pour chaque opération. Mais revenons à la station elle-même. Elle a pris officiellement naissance avec le lancement par les Russes d'un premier module, Zarya. Ce module de 20 tonnes sert de source d'énergie. En décembre 1998, c'est au tour des Américains d'apporter une pièce baptisée nœud. Voici l'opération d'assemblage telle qu'elle a été imaginée. Et la voici telle qu'elle s'est déroulée. C'est exactement la même chose. Prochain vol, septembre 99, soit 6 mois de retard, avec le module de service russe qui va servir de base vie. C'est une réplique de Mir. Un mois après, ce sera l'arrivée du premier équipage à bord d'un Soyouz. L'occupation permanente de la station spatiale commencera. La suite, c'est une ronde incessante de navettes et de fusées russes pour apporter de nouveaux éléments au chantier de l'espace. Et de module en module, de gigantesques panneaux solaires en radiateurs, indispensables pour maintenir l'équilibre thermique, la station prendra forme. Bref, 14 ans d'études, 6 ans de montage, 45 vols de navettes, 12 lancements de fusées russes et une ardoise de 600 milliards de francs. 2 fois ce que versent les Français chaque année aux impôts, de quoi s'offrir 30 porte-avions Charles de Gaulle. Et tout cela pour offrir un laboratoire à quelques dizaines de scientifiques et d'astronautes avec vue unique sur la planète. L'ISS est donc avant tout une aventure politique, avec cette coopération internationale et technique indispensable pour envoyer en l'air une structure aussi complexe sans accident. Mais pour la recherche scientifique, il faudra aller beaucoup plus loin. 36 ans après Yuri Gagarin, le premier astronaute, l'espace reste réservé à des hommes expérimentés, ayant subi des années d'entraînement, ou à des milliardaires comme le Sud-Africain Dennis Tito, qui a déboursé plus de 150 millions de francs pour réaliser son rêve d'adolescent. Quand donc Monsieur Tout-le-Monde pourra-t-il aller faire un petit tour en orbite autour de la Terre ? Hier, c'était encore de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est un projet sérieux développé par un consortium japonais. Voici la fusée qui emmènera bientôt, peut-être, les premiers touristes de l'espace. Admirer la Terre depuis l'espace. Une expérience inoubliable au dire de tous les astronautes. À 200 km d'altitude, le spectacle est magnifique. Langue de sable du Sahara. La mer Rouge, avec au fond le long ruban de la vallée du Nil. À chaque voyage, les passagers de la navette passent des heures à filmer. Voici les plus hauts sommets de la Terre. Ceux de l'Himalaya. En haut de l'image, l'Everest. Et voilà toute la chaîne avec à droite le plateau du Tibet. Ce voyage extraordinaire sera-t-il un jour accessible au commun des mortels ? Pour un consortium japonais, la réponse est oui. Et voici le vaisseau qui emmènera les premiers touristes de l'espace, le Kankomaru. 22 mètres de haut, 50 passagers, le Kankomaru est conçu uniquement pour le tourisme spatial. Tout en haut, l'équipage et au-dessous, l'étage des passagers. Tous les sièges font face à un hublot, l'ovale bleu, dessiné sur la paroi. En vol, le Kankomaru effectuera une lente rotation afin de permettre à tous d'admirer le paysage terrestre. Les passagers pourront également se détacher de leur siège pour s'initier aux joies de l'absence de pesanteur dans un local spécial.
Le vol ne durera que 3 heures, le temps de faire quand même 2 fois le tour de la Terre. Pour l'instant, aucune sortie dans l'espace n'est prévue. Un privilège qui restera très longtemps celui des vrais astronautes. Comme cette fusée test américaine, le Kankomaru décollera verticalement, sans doute depuis un aéroport. Et grâce à des rétrofusées, il atterrira aussi à la verticale. Un pari technique audacieux. Personne n'a jamais construit de fusée de ce genre. Mais l'industrie spatiale japonaise est en plein essor. Son objectif est de rattraper dans ce domaine Américains et Européens. Les Japonais veulent même aller plus loin, avec un hôtel de l'espace en orbite autour de la Terre. Il accueillerait pendant plusieurs jours des touristes fortunés. Car tout cela a un prix. Si le Kankomaru voit le jour, il faudra bien rentabiliser l'investissement. Le prix du billet est fixé pour l'instant à 2 millions de yens, ce qui fait tout de même 100 000 francs. C'est cher, mais quelle moisson de souvenirs. Ce projet se fera-t-il? Bien sûr, il y a d'immenses problèmes techniques et financiers à surmonter. Mais on aurait tort de ne pas prendre au sérieux les Japonais. Il y a quelques années, ils avaient annoncé qu'ils développeraient leur propre lanceur de satellites. Aujourd'hui, c'est chose faite.